quand on démarre, quand on a besoin de clients, on fait parfois des efforts, parfois vraiment, le client exagère, et j'ai plus envie. Et là, ça y est, en fait, je me lance et je me mets à mon compte. Bienvenue sur le podcast de Number, où nous parcourons la France à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant et aux activités variées. À chaque étape, notre invité nous embarque dans son univers en choisissant un lieu marquant de sa ville, symbole de son aventure entrepreneuriale. Installez-vous, le voyage commence. Je suis ravi de recevoir Herveline Denis qui va être avec nous pendant ce podcast. Bonjour Benjamin, merci de m'accueillir. Bonjour Herveline. Donc Herveline va nous expliquer durant ce podcast comment elle est consultante en marketing depuis une dizaine d'années en freelance et comment à travers les épreuves de la vie et notamment la maladie, Herveline a créé le podcast La Petite Voix il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Ah, même plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Absolument. Très bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être pour nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Herveline Denis, comme tu l'as dit. J'ai 47 ans. Voilà, je vis dans le Beaujolais. On est au milieu des vignes, là, au moment où on se parle. Et je suis maman solo. J'ai des jumeaux qui ont 10 ans. Et après, j'en viens quand même à la partie pro. Comme tu l'as dit, je suis à mon compte en freelance. Et j'ai à la fois une casquette de freelance en marketing digital et puis cette casquette de podcasteuse avec La Petite Voix. D'accord. Et sur ton activité de freelance, donc depuis une dizaine d'années, au moment de la naissance de tes en enfants ? fait, alors c'est un peu lié, absolument. À l'époque, j'étais salariée quand mes enfants sont nés. Je suis revenue au bureau 6 mois après leur naissance. Et puis, voilà, c'est difficilement compatible une vie salariée avec, je crois que j'avais 3/4 d'heure de route. Je rentrais, je donnais le biberon à mes enfants et je les mettais au lit. Et pour moi, ça c'était pas possible. Donc, il m'a fallu une année de transition, de bilan de compétences pour me dire, là, ça y est, en fait, je me lance et je me mets à mon compte. Donc, je suis à mon compte depuis avril 2016 exactement. D'accord. Donc bientôt 10 ans. Ouais, et comment tu fais ? Tu as en général des missions uniques et longues ou alors c'est plein de petites missions au quotidien ? Comment tu fais depuis 10 ans pour toujours trouver des missions ? C'est une bonne question. J'ai la chance de ne pas faire grand-chose. Je sais, tout s'est toujours bien goupillé, mais dès le départ de mon activité. Et donc, j'ai la chance aussi de faire que mes clients soient des clients sur le long cours. D'accord. Je crois que mon plus ancien client, actuellement, j'en ai un avec lequel j'ai commencé ma toute première mission en 2017. Alors, on a eu des allers-retours. Parfois, la collaboration s'est arrêtée et elle est revenue. Et la plus longue collaboration en continu, elle date de 2021. D'accord. Donc, en fait, c'est des missions, comme je vends principalement des prestations de marketing digital, donc c'est du community management principalement sur LinkedIn, ça peut être du marketing digital, du suivi de site web, des newsletters, etc. C'est un peu comme si moi j'étais la marketeuse de mes clients. Ils n'ont pas une activité, c'est souvent des PME, des startups, donc l'activité ne justifie pas d'avoir quelqu'un en temps plein. Mais du coup, j'ai vraiment cette casquette-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime m'imaginer. C'est comme si je faisais partie de l'entreprise, en fait. Donc, oui, on est sur des missions au long cours et beaucoup plus rarement, j'ai des petites missions très ponctuelles, notamment sur de la rédaction de contenu. D'accord, ce qui est plutôt bien et rassurant pour le chiffre d'affaires. Tu sais oui. que chaque mois, tu vas avoir X centaines d'euros peut-être liés à cette mission. Exactement. Et la même chose sur une autre. Et ça te permet de faire ton planning et ton emploi du temps. Du coup, tu en as combien à peu près d'entreprises que tu suis en simultané comme cela ? Eh bien, je dirais environ 6. Je crois que j'ai 6 clients comme ça, exactement ces clients-là dont je te parle là, qui sont des clients récurrents et avec lesquels je travaille depuis plusieurs mois et plusieurs années. D'accord, voilà. Très bien. Et donc ça, c'est une grande partie de ton chiffre d'affaires. À côté, tu as d'autres missions ? Comme je te disais, il peut arriver que ponctuellement, j'ai des demandes sur... tu vois, typiquement, effectivement, les contenus, c'est là où des entreprises peuvent avoir des besoins ponctuels pour la rédaction d'un livre blanc. C'est typiquement ce qui peut arriver. Mais sinon, ces 6 clients-là que je te cite, c'est mes clients que j'emmène avec moi au quotidien, en fait. D'accord, donc c'est toi qui leur proposes différents axes stratégiques de développement, de mission. Ça peut être tu parlais de LinkedIn, ça peut être des livres blancs. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour eux ? Tout ça, en fait, effectivement, la plupart du temps, la manière dont on va amorcer la collaboration, c'est par une phase d'audit et de stratégie éditoriale. Ça peut être de la stratégie, effectivement, de community management. Alors,
pour le coup, moi, je fais uniquement du LinkedIn pour mes clients. D'accord. Et donc là, on va réfléchir à quel type de poste il faut faire, à quelle régularité, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, c'est quoi les messages clés, quelle est la valeur ajoutée qu'on veut apporter à l'audience. Donc ça, c'est sur la partie vraiment community management. Mais parfois, c'est vraiment... encore une fois, c'est ce que je te disais, je suis leur digital marketeuse. Donc en fait, on va parler du site web, on va parler des newsletters. Parfois, ça peut être, je vais intervenir sur des partenariats avec de la presse. Tu sais, quand on fournit des articles sponsorisés ou même sur des événements, vraiment le spectre est large. Et surtout, enfin moi, je dis pas à mes clients, bah non, c'est pas du digital, je le fais pas, évidemment pas. Oui, et puis en plus, le fait que tu connais tes clients depuis longtemps, Ouais. et c'est d'autant mieux pour Ouais. bien exercer ton activité, parce qu'effectivement, tu as besoin de connaître vraiment leur cœur stratégique pour pouvoir bien communiquer pour eux. Donc ces missions à long terme, j'imagine, sont un véritable atout. Ouais. En moyenne, c'est quoi? C'est X jours par semaine? Comment t'es organisé? Voilà, c'est exactement comme ça que je m'organise. C'est-à-dire qu'avec certains clients, on va se dire, bah, là, ensemble, on est une journée par semaine, parfois c'est moins, mais c'est exactement comme ça qu'on se met d'accord au départ de la collaboration, là, quand on est en phase de négo, et qu'on se dit, ben, ok, moi j'estime en fait que ce que vous me demandez là, ça vaut une journée, une demi-journée par semaine, et puis après, à partir de là, on va dérouler. D'accord, donc en fait, tu as un TJM que tu appliques et tu fais en fonction du nombre de jours que tu travailles dans le mois pour le client. Exactement. Et ça donne la facturation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Alors c'est simple, mais pour le fixer, le TJM, c'est souvent des questions que l'on a dans les créateurs d'entreprise que l'on rencontre. C'est quel est mon bon TJM en fait, parce que tu as un côté, tu as l'expérience, tu as ce que tu vois sur les plateformes type Malte, mais est-ce que c'est toujours ce qui se pratique dans la réalité? C'est pas forcément évident pour quelqu'un qui se lance de se dire ok, mon prix c'est ça en fait. Oui, tu as raison. Je pense que... Parce qu'en fait, le sens de ta question, c'est combien moi je facture mon TGM à peu près? Oui, ou non, comment tu as fait pour le construire? Est-ce que tu l'as fait évoluer? Comment En fait, exactement comme tu es en train de dire, je suis allée sur Malte, j'ai regardé des profils similaires au mien. Et donc là, je vois quel est le TJM. J'ai dû me renseigner sur certains sites, etc. Bon, c'est vraiment, franchement, hein, c'est à la louche. Et puis après, c'est des discussions aussi avec les clients. Enfin, on essaye aussi de s'adapter au budget de chacun, quoi. Donc, ouais, vraiment, j'aimerais te dire que j'ai une stratégie hyper claire là-dessus et que tout est très organisé. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est juste que là, avec le recul maintenant, voilà, je vois à peu près à combien je vends mes prestations. Donc, bon, c'est un peu... maintenant, c'est assez clair pour moi. Oui, c'est assez facile quand tu as un prospect qui te contacte de se positionner et de dire, voilà, mon TGM va être de temps, donc je peux vous proposer tant par mois, quoi. Mais oui, c'est l'intérêt d'avoir un peu de recul maintenant. Ça me semble, je vois à peu près à combien je peux vendre ce type de prestations, quoi. Et tu arrives à l'appliquer en général quand tu as un nouveau client qui te contacte ou alors tu as de la disparité entre tes différents clients? Pas tant. Ouais. Non, parce que je trouverais pas juste, tu vois. Je trouverais pas juste, et j'ai la chance de pouvoir dire non si on n'arrive pas à se mettre d'accord. J'ai eu fait ça, évidemment, quand on se lance et qu'on veut, quand on démarre, quand on a besoin de clients, on fait parfois des efforts, parfois vraiment des clients exagèrent, et j'ai plus envie. Donc voilà, on peut se quitter aussi bon copain avant même d'avoir commencé la collaboration, en disant bah non, en fait, je suis désolée, c'est pas mon prix, et c'est ok, mais on ne travaillera pas ensemble. Si je comprends bien, tu n'as plus peur, entre guillemets, de perdre un client, ou en tout cas de ne pas prendre un prospect potentiel pour rester sur ton taux de facturation classique et pour être juste, comme tu disais. Oui, c'est ça. Oui, juste pour vis-à-vis des autres clients, et puis juste vis-à-vis de moi, quoi. Enfin, il me semble que ce qu'on fait apporte de la valeur aux clients, et donc on ne peut pas dévoyer complètement cette valeur-là, quoi. Ok. Ce que tu me disais, c'est que donc aujourd'hui, tu as cette régularité dans ton chiffre d'affaires et dans tes missions apportées par tes 5-6 clients réguliers. Est-ce que ça t'arrive d'en avoir de nouveaux, et comment ils viennent par les réseaux sociaux, par bouche à oreille? Ouais, j'ai l'impression que mes clients sont souvent venus au bouche à oreille. Alors, comment ça marche? En général, ce que j'ai constaté, c'est que
tu as un client avec lequel tu as bossé, ça s'est bien passé, sauf qu'il a quitté l'entreprise, mais en fait, il va t'emmener avec Sur lui sa nouvelle aventure. dans sa nouvelle mission. Et puis souvent, tu vas quand même continuer à garder l'entreprise précédente où il était. Donc là, tu fais double jackpot. Et puis, une autre configuration que j'ai eue, j'ai un client pour lequel j'ai commencé à travailler en Nouvelle-Zélande. Parce qu'à l'époque, dans ma vie de freelance, j'ai vécu 2 années en Nouvelle-Zélande pendant les années Covid, là. Et j'avais rencontré un entrepreneur d'une entreprise néo-zélandaise, mais lui est français. Et donc, on a commencé à bosser ensemble en 2021. Sauf qu'en fait, son entreprise appartient à un groupe plus grand dont le siège est en Italie. Et en fait, aujourd'hui, je travaille aussi pour la filiale française. J'ai des échanges encore hier avec le siège italien. Il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres missions sur d'autres filiales. Donc, voilà, en fait, c'est aussi une forme de bouche à oreille. D'accord. Donc, il n'y a pas que le Beaujolais qui s'exporte. Et, tu vois, pas seulement. Ça, c'est l'avantage d'être freelance et dans une activité comme la tienne. En fait, tu es beaucoup à distance. J'imagine, tu vois assez peu physiquement tes clients. Oui, il y en a certains que je n'ai jamais rencontrés. Donc, tu peux avoir des clients un peu de partout dans le monde. Et toi, tu peux travailler aussi. Et moi, je peux travailler de partout dans le monde. À moi de m'adapter. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais des clients français. Bon, évidemment, tu fais des réunions parfois le soir ou parfois tôt le matin, mais ça, c'est pas le problème de ton client, c'est à toi de t'adapter à lui. Mais sinon, non, ça fonctionne bien, ouais. Donc, c'est un message très positif, en tout cas, pour les personnes qui veulent se lancer, pour les personnes qui ont envie aussi de vivre leur entrepreneuriat autrement et de vivre leur vie professionnelle autrement. C'est que tu arrives, grâce à ton expérience et à 10 années passées, à pouvoir faire ton métier et des sociétés un petit peu de partout dans le monde. Tu as de la régularité qui t'assure aussi un certain chiffre d'affaires. Exactement. C'est important pour être sûr à la fin du mois d'avoir la rémunération attendue. Je te confirme. Oui. Donc oui, le fameux mythe du digital nomade, c'est possible. Enfin, en fait, la clé, c'est de bien faire le job. On en revient toujours au même, et d'être quelqu'un de confiance pour le client. Mais ton client, si le job est bien fait, on parle de marketing digital. Donc, tant que moi, j'ai une connexion Internet et un ordinateur, tout va bien. Go. Voilà. Très bien. Et donc, durant ces 10 ans, ça n'a pas toujours été facile. Tu as eu un stop personnel au milieu absolument. Avec la maladie. Oui, absolument. En janvier 2018, donc tu vois, j'avais mon activité depuis à peine 2 ans. J'ai découvert que j'avais un cancer du sein. C'était d'ailleurs lié au fait on pensait s'expatrier, on réfléchissait à ce projet-là, on s'était dit, on fait un check-up avant de partir. Bon, en fait, le check-up, pas cool. Moi, j'avais pile 40 ans et je découvre... pas par hasard, mais vraiment sans vraiment m'y attendre du tout, que j'ai ce cancer du sein. Donc là, ça met un stop à l'activité. Il faut s'organiser autrement et puis faire avec, quoi. Oui, j'imagine pas facile à tous les niveaux, non. Personnel, santé, enfant surtout, et aussi d'un point de vue professionnel. On parle souvent de l'entrepreneur, encore plus du freelance, qui est dans une situation un petit peu précaire. Alors il y a des contrats qui existent, des prévoyances. Toi, dans quelle situation tu t'es retrouvé ? Vraiment, c'était la merde. Pour l'anecdote, c'est que la veille de passer cette mammographie qui va dévoiler ce cancer, j'avais envoyé mon dossier de prévoyance pour acter et démarrer. Donc évidemment que je n'ai pas été couverte du tout. Et du coup, j'ai dû faire cette année de traitement. Ça dure environ, de janvier à décembre. J'avais pas de soutien particulier. J'ai un peu continué en pointillé l'activité. D'accord. Et puis surtout, j'avais une amie freelance aussi à qui j'avais délégué une partie de mes clients pour ne pas les perdre, en fait. Donc, je savais qu'ils étaient au chaud le temps de la maladie, mais je savais que je les récupérais à la fin. Donc voilà, c'était la stratégie, entre guillemets, que j'avais trouvée pour la moins parer. Mauvaise. C'est vrai que c'est terrible. Déjà, quand on découvre qu'on a une maladie grave, c'est compliqué à titre personnel, à titre familial. Je suis passé par là aussi il y a une petite dizaine d'années où pendant 6 mois, j'ai pas travaillé du tout. Et en fait, entre guillemets, j'avais la chance d'être salarié. Donc, j'ai eu la chance de pas avoir, dans mon malheur, cette problématique de...
comment je vais faire pour payer mes crédits et mes factures à la fin du mois. Et quand tu es freelance, tu dois affronter, ou chef d'entreprise en fait, plus généralement, tu dois affronter la maladie comme tout le monde. Et en plus, tu peux avoir cette problématique financière comme tu as vécu. Donc voilà, on le dira jamais assez à quelqu'un qui se lance, mais de prendre des contrats de prévoyance dès le début. Et des personnes, beaucoup de gens en fait se disent ok, je me lance, je vais voir comment ça se passe. Et bon, si je vois que je fais un peu de chiffre d'affaires et qu'il reste un peu d'argent à la fin du mois, je vais prendre mon contrat de prévoyance. Mais parfois c'est trop tard, donc de vraiment le prendre au début, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner à tous les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui il y en a encore énormément qui ne sont pas suffisamment bien couverts. Et donc durant cette année-là de maladie dans laquelle tu as continué à travailler avec courage en pointillé comme tu disais, tu as aussi fait pas mal de rencontres. J'entendais dans un de tes podcasts que tu étais connu sur Lyon, ou en tout cas tu avais connu beaucoup de gens qui pouvaient t'aider à guérir, et notamment la partie mentale. Oui, là tu vois, alors on sort complètement de la sphère très pro. Peut-être que jusqu'à maintenant, j'ai paru un peu sérieuse dans l'interview. Et là, potentiellement, je le serai un peu moins. Mais disons que pendant cette année où j'étais dans les traitements d'opérations, de chimio et de rayons, j'ai ressenti le besoin, ça c'est vraiment un truc très personnel, d'être accompagnée par de la médecine alternative et des thérapeutes. Vraiment. Et comme j'étais très curieuse de ça, je me suis autorisée à aller voir tout type de thérapeutes et même des choses très ésotériques. J'avais comme un goût pour ça. Et puis, au-delà du fait que ce que ces gens-là faisaient pour moi, il y avait, je trouvais auprès d'eux, une oreille, un échange qui me manquait et que je n'avais pas à l'hôpital. Tout d'un coup, auprès de ces gens-là, je réussissais à démêler le pourquoi cette maladie, est-ce que je peux lui donner du sens. Et je ne dis pas que c'est le chemin qu'on doit tous emprunter quand on traverse la maladie, mais en tout cas c'était le mien. J'avais besoin de donner du sens et les thérapeutes m'ont beaucoup aidé à ça. D'accord. Donc ça a été pour toi un chemin vers la guérison aussi. Ah mais complètement. Mais alors vraiment, évidemment, je suis passée par tout l'aspect médical et j'ai jamais remis en question ce que me disait mon oncologue, jamais. Mais en parallèle, j'avais besoin de ce travail intérieur. Voilà, ça venait me chercher en fait sur des histoires personnelles, voilà, qu'il fallait que je mette à jour. Et donc les thérapeutes là m'ont aidé à ça. Bon, même si c'est pas le sujet, on pourrait parler des heures de la médecine, mais c'est vrai que quand tu rencontres un grand chirurgien qui te dit monsieur, il va falloir vous opérer du cœur, vous allez avoir pour 3 mois de rééducation à l'hôpital, voilà, point barre. 5 minutes après, lui, il est passé à autre chose. Il voit un autre patient où il annonce peut-être encore plus une autre mauvaise nouvelle. Et toi, tu es là face à toi-même et tu restes avec ça. Et je comprends beaucoup ce que tu dis dans ce chemin vers la guérison. Et en fait, ce que tu disais, je vais sortir de l'entrepreneuriat, mais en fait, pas vraiment, puisque du coup, ça t'a rattrapé et tu t'es dit, tiens, mon histoire, mon expérience, ces personnes-là, j'ai envie de leur donner la parole. Et c'est comme ça que t'es venue l'idée de créer ta deuxième activité professionnelle au final à travers le podcast. Ouais, ça c'est vraiment une création du cancer du sein qui m'est venue, ça c'est la partie storytelling de l'histoire, mais c'est vrai, un matin où j'étais chez moi, je faisais ma petite séance de méditation parce que l'après-midi j'avais une séance de chimio, donc voilà, je voulais me détendre et tout. Et en fait, en méditant, l'idée me tombe littéralement dessus et je me dis, mais en fait, il faut que je crée un podcast avec des thérapeutes. Parce que une autre dimension lorsque j'étais malade, c'est que j'écoutais beaucoup de podcasts. Pareil, c'était vraiment de la matière qui venait nourrir toutes mes réflexions intérieures là, du moment. Et je pense qu'il y a eu un mix entre le fait que j'écoutais des podcasts et toutes ces rencontres avec des thérapeutes où je me suis dit, mais en fait, il faut que je leur donne la parole. Parce que j'étais déjà, j'ai pas attendu de voir le podcast pour être hyper curieuse, mais comme dans les thérapeutes qui m'accompagnaient, certains m'accompagnaient sur le long cours, c'était pas juste un rendez-vous. Je pouvais pas m'empêcher parfois d'être extrêmement curieuse et de les interroger sur leur parcours. J'avais par exemple cette femme magnétiseuse qui m'a aidée beaucoup. Et à quel moment on se lève un matin et on devient magnétiseuse ? Et j'avais découvert, notamment dans son parcours à elle,
quelque chose de très touchant, de très beau. Moi, je pensais que ces gens-là étaient livrés, sages et finis dès le départ. Et en fait, pas du tout. C'est souvent des personnes qui sont eux-mêmes passées par des moments très compliqués et qui ont su s'en relever. Et je trouvais que c'était pas juste de garder ça pour moi. Je trouvais ça tellement inspirant qu'il fallait l'offrir à plus grand. Mais à l'époque, déjà, ça me paraissait complètement... je trouvais l'idée comme une lubie en fait, parce que moi j'avais jamais été derrière un micro, je n'avais jamais mené d'interview, donc je trouvais que c'était rigolo sur le papier, mais assez vite j'ai voulu mettre ça de côté, sauf qu'en fait ça revenait tout le temps et j'arrivais plus à m'en défaire. Et puis un jour, presque de guerre lasse, je me suis dit j'achète un micro et puis on verra bien. Ce que je savais pas, c'est que 6 ans après, je serais derrière un micro aussi pour t'en parler. Voilà, ça m'a un peu dépassé en fait. J'ai trouvé un élan, un intérêt, une passion, enfin vraiment un truc. Ça s'est imposé à moi, il fallait que je le fasse. Et puis aujourd'hui encore, je suis dans cette dynamique-là en fait. Donc les premières personnes que tu as pu interviewer, c'est beaucoup les personnes qui t'ont suivi en fait pendant ton année ou tes années auxquelles tu les as consultées. Exactement, ouais, absolument. Ma première saison n'a été composée que des thérapeutes qui m'ont suivi lorsque j'étais malade. Donc en fait c'était facile aussi pour moi. J'avais mon petit vivier, c'était des gens que j'avais vus peu de temps avant, donc on pouvait y aller facilement. Ils m'ont tout de suite ouvert facilement leurs portes et j'ai eu de la chance. Il y en a certains qui sont un peu pudiques à se livrer. C'est encore plus vrai quand certains font des métiers très ésotériques. C'est compliqué de s'afficher sans paraître complètement perché. Et là, ils m'ont offert cet espace-là. Et vraiment, aujourd'hui encore, je les en remercie parce que ça m'a permis de lancer La Petite Voix. Et certainement parce que tu avais une démarche initiale très personnelle et pas du tout une démarche professionnelle, mais non, entrepreneuriale dans un temps 1, à te dire je vais aller interviewer des personnes sur des thérapeutes pour en faire un podcast. C'était d'abord ton histoire que tu as voulu retranscrire pour que beaucoup de gens puissent l'entendre et aussi j'imagine se reconnaître en toi, parce qu'aujourd'hui des personnes qui traversent la maladie, il y en a des centaines de milliers qui peuvent être chefs d'entreprise, qui peuvent être salariés, peu importe, on est tous égaux là-dessus. Et donc, donc passer cette première vague, cette première saison, tu parlais de saison je crois, aujourd'hui ça fait 6 ans, tu me disais que tu interviews des thérapeutes. Quel type d'activité, quel type de thérapeute t'as interviewé? Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu à nous donner? Oui, j'en ai plein. Alors petite précision quand même, depuis un mois maintenant, j'ai changé la ligne éditoriale de La Petite Voix parce que 6 années d'interview de thérapeute, c'est génial et j'aurais pu continuer encore très longtemps, mais j'ai ressenti le besoin de changer un peu d'angle et puis de me recentrer uniquement sur des récits de vie. Alors ça peut être parfois des thérapeutes, mais là ça me permet d'ouvrir à beaucoup plus grand. Voilà, donc c'est une autre phase de l'aventure de La Petite Voix, mais quoi qu'il arrive, effectivement, moi au total, là, des thérapeutes, j'en ai interviewé 100, donc c'est génial. C'est quand même des gens plutôt sages, parfois avec leur propre fêlure, mais pour moi, ça a été des rencontres hyper inspirantes et vraiment, il y en a un bon nombre avec lesquels je suis restée en contact et certains avec lesquels on est vraiment amis, enfin on est dans notre quotidien à s'envoyer des messages, etc. C'est des gens qui comptent en fait, qui ont compté. Et parfois c'est juste le temps de l'interview, mais moi je ressors, ça m'inspire, et puis parfois en fait ça dure, voilà. Donc, et ça fait une centaine de podcasts en 6 ans, c'est incroyable. Ouais. 100 rencontres. Ouais. C'est exigeant le podcast. Tu sais. Moi j'en suis pas à 100, je commence, mais je vois ce que tu veux dire. C'est exigeant parce que quand on crée du contenu, on n'en crée jamais assez. Donc il faut nourrir tout le temps de nouveaux contenus et donc oui, c'est exigeant quand on a une vie à côté ou voilà, ma casquette de freelance aussi. Et il faut réussir à trouver des nouveaux invités, des histoires intéressantes. Voilà, c'est passionnant, mais exigeant. Ouais. Et j'ai vu que tu essayais de te tenir à une publication tous les 15 jours à peu près, c'est ça? Toutes les semaines, j'ai nouvel épisode toutes les semaines, ouais. Donc c'est chaud. Tu vois là, tout récemment, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais plus d'interview d'avance. J'étais vraiment
le couteau sous la gorge. Et il a fallu que je m'organise très vite. Là, tu vois, je m'en suis planifié pas mal ces prochains temps pour rattraper ce retard. Mais c'est passionnant, vraiment. Et heureusement que ça l'est, parce que en fait, tu vois, tous les créateurs de contenu, on partage ce même truc c'est exigeant et c'est vraiment cette bête à nourrir en permanence, quoi. Et pas n'importe comment. L'idée, c'est de trouver des belles histoires. Et du coup, pendant ces 6 ans de podcast, à quel moment tu t'es dit, tiens, ça va devenir professionnel ? Eh ben, à la fois jamais et tout le temps. Jamais, parce que vivre dessus, c'est quand même compliqué. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, des podcasteurs qui vivent de leur podcast, franchement, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. N'est pas Mathieu Stéphanie qui veut. Donc là-dessus, je crois que j'ai une forme de lucidité sur le fait que c'est pas une source de revenus viable seule. Et en même temps, comme ce projet, je pense que parce que c'est un projet de cœur, il y a un truc où je peux pas ne pas le faire, en fait. Il y a vraiment un truc et j'ai envie de le développer, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre parce que moi j'adore ce que me racontent les invités, je trouve que c'est inspirant, que ça donne des billes pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire de nos vies, en fait. Donc je n'arrive pas à juste le garder un peu sous le coude comme on pourrait garder une passion, c'est-à-dire me dire c'est pas grave si je fais pas un épisode toutes les semaines, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de monde qui te suit sur Instagram. Ça, j'ai du mal, en fait. Donc je navigue entre ces deux trucs-là avec maintenant une forme de lucidité où j'y mets une exigence, je pense, professionnelle, j'espère. Mais par contre, je sais que ce sera jamais... Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que ce ne sera pas ma source de revenus principale. Et c'est OK, en fait, c'est pas grave. D'accord. Ça marche. L'équilibre fonctionne très bien comme ça, en fait. Oui, parce que tu as ton activité de freelance. Exactement. Tu arrives à concilier les deux d'un point de vue temps dans l'organisation de... En ajoutant quelques soirées, quelques nuits, ça marche. Et effectivement, tu sais, comme tu dis, que ça ne sera pas ce n'est pas, en tout cas à l'heure actuelle, ta source de revenus principale. Donc les deux sont indissociables. Ouais, les deux sont indissociables. Et puis, pour mettre en 6 ans, j'ai eu maintes fois l'occasion de me poser la question de est-ce qu'en fait, ma volonté, ce serait de ne faire que la petite voix ? Ou même, comme j'ai beaucoup interviewé des thérapeutes, je me suis demandé si c'était quelque chose que j'avais à cœur de faire, de devenir moi-même thérapeute. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, j'ai tergiversé longtemps. Et aujourd'hui, c'est hyper clair que non, j'ai pas du tout envie de devenir thérapeute. Et en plus, je me rends compte à quel point j'aime aussi mon activité avec mes clients. Alors certes, elle a le mérite déjà d'être rémunératrice, mais c'est au-delà de ça, je trouve que j'y trouve beaucoup de stimulation intellectuelle. Alors dans le podcast aussi, mais différemment. Il y a une stimulation intellectuelle qui me plaît. J'ai un contact avec mes clients que j'aime beaucoup. Je me sens très privilégiée. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, le fait de connaître mes clients depuis longtemps. Je trouve que j'ai une position vraiment très privilégiée qui est, à moi, mes clients peuvent tout me raconter. Parfois, c'est très compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec son boss, avec ses collègues, parce qu'il y a des enjeux de pouvoir. Enfin, on ne peut pas tout raconter. Et puis, on ne peut pas tout raconter à son mari ou à sa femme, parce que ça les saoule, en fait, et que tous les soirs, on ne peut pas déverser. Et donc, moi, je suis exactement à cet endroit-là où je suis cette oreille-là. Et ben, alors, certainement que ça, c'est ma fibre aussi avec la petite voix, mais j'adore être là pour mes clients, dans cette espèce d'entre-deux où à moi ils peuvent me raconter et c'est OK, et j'adore ça, en fait. Vraiment, je le vis comme une place très privilégiée. Et dans ce que tu dis, il y a un sujet qui me saute aux yeux. C'est derrière tout ça, c'est la solitude de l'entrepreneur. Dans la petite voix, il est beaucoup sujet de la santé mentale de la personne. Ouais. Et si on parle un petit peu de la santé mentale de l'entrepreneur, il y a un sujet principal qui ressort avec tous les entrepreneurs que l'on accompagne, c'est cette solitude qu'ils peuvent ressentir. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors là-dessus, je suis mal placée parce que moi, j'adore ma solitude d'entrepreneur. Donc, tu vois, du coup, c'est nul parce que moi, j'aime bien. Mais en même temps, je comprends tout à fait que ça puisse être un sujet.
Et je sais qu'il y a beaucoup de groupes de pairs, etc. Et je trouve ça super. J'ai essayé parfois de me greffer à certains groupes, mais en fait, moi, j'adore mon équilibre de vie, ma façon de m'organiser, etc. J'adore comment ça se passe pour moi aujourd'hui. Et du coup, les échanges, moi, je me nourris, même si je suis dans mon petit village du Beaujolais et que j'ai pas de collègues avec qui prendre le café et tout ça, mais j'ai quand même mes clients très, très souvent au téléphone ou en call ou pour le podcast. Donc, je me sens pas du tout seule et isolée. Et j'ai la chance, mais comme quoi on s'attire, mais j'ai la chance d'être entourée d'amis entrepreneuses comme moi. On n'est pas nécessairement sur les mêmes, même pas du tout sur les mêmes business, mais du coup, c'est là où on va pouvoir échanger ensemble sur nos questionnements d'entrepreneurs. Donc, mais ça se fait de manière plutôt instinctive en fait. Et c'est pas un besoin, c'est pas quelque chose que tu recherches, c'est plutôt dans ton quotidien qui fait que voilà, tu as des amis entrepreneurs, donc tu en discutes, mais tu n'as pas ce besoin de chercher à combler une potentielle solitude puisque tu ne la ressens pas. Non, mais parce que je pense que j'aime profondément. Tu vois, pour moi, une des raisons pour lesquelles j'aime mon statut de freelance et que vraiment. Je ne sais pas ce qu'il me faudrait pour revenir salarié, c'est cette liberté-là et finalement cette solitude-là choisie. En fait, c'est facile quand elle est choisie, mais cette solitude choisie de mener mes journées comme je l'entends, d'être tranquille dans mon petit cocon, de ne surtout pas avoir à faire de la voiture chaque matin, chaque soir, etc. Ça, c'est un confort, mais immense, quoi. Oui, tu la vois plutôt comme une source de liberté, au final, cette solitude. Tellement. Donc, je sais que c'est un point et que heureusement qu'il y a des groupements, plein d'initiatives qui existent pour contrecarrer cette solitude-là quand elle nous pèse. Mais j'ai la chance d'en être plutôt préservée, en tout cas pour le moment, on ne sait jamais. Et ta santé mentale, au final, à travers le podcast, tu y réponds un petit peu. Oui. Alors, vraiment, le podcast est un piège pour ça, parce que oui, bien sûr, comme je me nourris beaucoup de ces échanges que j'ai avec mes invités, c'est des gens qui sont très inspirants, qui ont réfléchi à ce qu'ils faisaient de leur vie et comment ils voulaient le faire, etc. Donc, c'est hyper... Enfin, moi, j'adore ces discussions-là sur la quête de sens, comment on essaye d'avoir une vie qui soit alignée avec nous-mêmes, etc. J'adore ça. Et donc ça nourrit ma santé mentale. En revanche, si je n'avais pas le podcast, si je n'avais que mes clients, j'aurais beaucoup plus de temps pour moi. Et donc... Voilà, il y a un truc un peu presque pervers dans cette relation-là avec mon podcast, c'est que c'est aussi très très chronophage et énergivore, mais j'adore ça. Donc en fait, les gens qui me suivent sur Instagram et tout ça le savent, je pleure toujours sur ma to-do list avec toujours l'impression de courir, mais... C'est ce que tu recherches. J'adore ça. Donc voilà, ça. On est un peu on est un peu schizophrène et puis on est plein de contradictions. Voilà, c'en est une belle. C'est l'homme. Voilà, exactement. Très bien. J'aimerais bien qu'on revienne sur un des podcasts que tu as fait avec Thomas Dassembourg sur la communication non violente, qui est un sujet qui me parle. Oui. Est-ce que tu as suivi la formation ? Alors oui, et alors Thomas Dassembourg, c'est pour remettre dans le contexte, c'est vraiment l'ambassadeur en francophonie de la communication non violente. C'est un sujet extrêmement intéressant, alors qui n'est pas du tout perché, mais qui permet, notamment dans des situations de conflit, de trouver un terrain d'entente intelligent pour les interlocuteurs. Donc j'ai eu la chance de l'interviewer. À l'époque, j'étais en Nouvelle-Zélande, donc on avait fait l'interview à distance. Mais déjà, ça c'est une des grandes chances avec La Petite Voix, c'est d'accéder à des personnes comme lui, qui sont des personnalités connues, reconnues et tellement inspirantes. Enfin, lui, il est génial. Et donc, à l'époque, j'avais adoré l'interview. En plus, il avait été très disponible. On avait discuté assez longuement après l'entretien en off. Alors, moi, je me sens toujours très privilégiée. Et du coup, ça m'avait donné envie. Et j'avais fait, à l'époque en Nouvelle-Zélande, j'avais trouvé une formation. Il y a plusieurs paliers dans la communication non violente. Et là, j'avais fait le premier palier sur un week-end ou plusieurs jours là-bas en Nouvelle-Zélande. D'accord, très bien. Mais là, c'est vrai que pour la communication non violente, peut-être pour l'expliquer à nos auditeurs, c'est
une forme de communication qui vise à résoudre le conflit, dans laquelle on exprime son besoin, dans laquelle on apprend à écouter les besoins de l'autre, et puis ensemble, en cheminement, on va chercher en fait à comment résoudre ce potentiel conflit. C'est utile dans la vie professionnelle et beaucoup dans la vie personnelle. Parfois, je sais pas, avec les enfants ou quoi, oui, ça peut être utile. Après, vraiment, moi j'adore le principe de la communication non violente, mais c'est comme tout, moi j'adore la théorie et puis on pourrait en parler des heures. Bon, après, à la fin d'une longue journée, avec des enfants un peu énervés, tout ça, parfois on oublie, en fait. Voilà. Mais c'est bien de le savoir. C'est une bonne base. On a une grande partie de nos équipes chez Number qui sont formées à la communication non violente, à la résolution de conflits avec la méthode Gordon, qui est liée aussi à Thomas d'Assenbourg. Et souvent, ce qu'on dit, en tout cas ce que disent les formateurs, c'est que ça n'empêche pas de dire merde à un moment donné. Oui, absolument. Et de continuer à être direct. Ce n'est pas nécessairement que de la communication qu'on pourrait dire bisounours. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu en parlais. J'allais dire, c'est pas du tout cucu, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et au contraire, effectivement, Thomas d'Assenbourg le dit, on peut avoir des colères très en communication non violente, très saines. Donc oui, effectivement, et même dans la vie professionnelle, ça peut être un super outil. T'as l'impression que tu t'en sers au quotidien avec tes clients? Alors, vraiment, j'ai la chance. Je te le dis, moi j'aime vraiment mes clients et puis au-delà de l'aspect pro, les personnes qu'elles sont, j'aime vraiment ces gens-là. Donc j'ai heureusement rarement à me sentir dans ces situations un peu où il faut dénouer des trucs. Et quand c'est le cas, je pense que je suis assez... je sais pas... Tu vois, c'est pour ça que je suis nulle en entreprise. Moi, je suis pas politique, je sais pas trop louvoyer ou quoi. Donc, quand il y a des trucs avec les clients, on se le dit de manière assez directe. Mais quand il a pu arriver pro ou perso, que j'ai des questionnements et tu vois comment on résout une situation relationnelle un peu complexe, mon meilleur ami, mais pas uniquement pour ça, c'est ChatGPT. Parce que tu te demandes à ChatGPT, tu lui expliques la situation et tu lui dis, est-ce que tu peux m'écrire un message en mode communication non violente ? Je veux faire passer mon message de manière très assertive et en même temps dans la bienveillance de celui qui le reçoit. Écris-moi un message et en général, il est assez fort. C'est instructif ce que tu dis, j'y ai jamais pensé. Mais c'est vrai que le fait de... Moi, ce que ça m'a appris, c'est vraiment d'essayer d'expliquer pleinement et sereinement et le plus facilement possible pour l'autre son besoin, en fait. C'est ça. D'être factuel. Et aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Être factuel, déjà, tu enlèves toute une dimension. Voilà. Jugement subjectif, qui existe beaucoup dans l'entreprise, surtout quand il y a des liens de hiérarchie. Très facilement, il peut y avoir... une incompréhension et se dire cette personne-là elle me vise, alors que c'est vrai que si tu es factuel et que tu exprimes ton besoin, c'est beaucoup plus facile. L'écoute aussi. Mais oui, l'écoute active, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien. Regarde, tu le fais super bien là. Merci. Et ensuite la résolution de conflits, c'est dire ensemble comment on fait pour ok, on est face à cette situation, tu as un besoin, j'ai le mien, comment on fait pour trouver un accord entre guillemets. Exactement. Non, c'est hyper processé et effectivement je sais qu'en entreprise, tu le dis, vous le faites chez Number, je sais, ma sœur qui bosse chez Coca-Cola, il l'utilise, enfin voilà, c'est vraiment... Et c'est chouette qu'en entreprise aussi, on soit capable d'utiliser ces outils-là. Effectivement, tous ces outils de bien-être, de santé mentale, ils sont heureusement pas réservés à la sphère pro. Et parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, quand on arrive au boulot, on vient aussi avec la personne que l'on est, avec notre personnalité, avec toute cette dimension perso. Donc on ne peut pas ignorer l'un et l'autre, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et puis après, à la maison, on se retrouve à faire du Gordon, comme me dit ma femme de temps en temps. Eh ben, c'est pas une mauvaise chose. Oui, exactement. Très bien, mais en tout cas, c'est vrai que ce podcast m'a inspiré et je crois que c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, trop souvent, soit on a des entreprises, j'ai l'impression, qui fonctionnent un peu sur une hiérarchie très forte, où c'est encore le pouvoir. Et à l'inverse, dans d'autres formats de management, on
on pourrait presque en être à la situation où on peut plus dire les choses en fait. Ouais. Et je trouve que cette méthode permet de communication non violente, permet de continuer à dire les choses, mais comme tu disais, tout en bienveillance, Ben oui. et puis dans le respect de l'autre. Ouais. Ouais. Quand je t'écoute, je me dis qu'est-ce que c'est compliqué le monde en entreprise. Et tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant être à mon compte. Je trouve que les relations sont beaucoup plus simples, pour pas dire plus saines avec les clients, que lorsqu'on est salarié et qu'il y a tous ces enjeux internes dans lesquels on essaye de louvoyer. Vraiment, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant être à mon compte. Je trouve les relations de travail beaucoup plus saines. Peut-être que j'ai... Non, mais c'est vrai que la relation, je suis d'accord avec toi, entre client et fournisseur, où tu sais que tu as une mission à exécuter et en face tu as un prix, en fait ça pose les bases d'une relation saine. Mais ouais, et puis si ça va pas, ça s'arrête. Et voilà, Chez Number, on a fait le choix d'être sans engagement, oui. par exemple sur nos missions d'expertise comptable, parce qu'on considère en fait tout simplement que si à un moment donné le client n'est plus satisfait ou ne nous fait plus confiance, en fait qu'il aille chercher un autre expert comptable avec qui ça se passera mieux, quoi. Oui, tu as raison, c'est peut-être cette liberté-là qui change la donne. Moi, ce que j'ai constaté aussi, peut-être aussi parce que moi je travaille sur des métiers de marketing, communication, tu sais, alors les femmes dans ces métiers-là, quand on est en entreprise, t'es bien gentil, c'est mignon ce que tu racontes, mais voilà, en fait tout le monde est capable d'avoir son mot sur du marketing et de la com, et je me rappelle très bien que j'avais parfois, voire souvent, de la frustration, où j'avais l'impression d'être peu écoutée, parfois par ma hiérarchie, où tu proposes des idées, et puis en fait, oui, t'es mignonne, c'est gentil, et tout d'un coup, tu deviens freelance, et là, ton client t'écoute. Encore une fois, je ne sais pas expliquer trop ce phénomène-là, mais tout d'un coup, tu as une autorité, en fait, une légitimité que tu n'as pas du tout quand tu es salarié. Tant mieux. Très bien. Mais écoute, on arrive bientôt sur la fin de ce podcast, en tout cas dans cet échange hyper instructif dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce que je retiens, c'est 10 années de freelance. C'est quand même quelque chose, et avec une forme de sérénité dans l'accompagnement des clients, dans le fait que demain tu vas pouvoir, je l'espère en tout cas, continuer à avoir un certain chiffre d'affaires et pas être à la recherche quasiment au quotidien d'une nouvelle mission. C'est ce que l'on rencontre parfois dans le freelancing, et c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc dans ce message positif de dire voilà, c'est tout le monde n'est pas dans cette situation là. Quand tu arrives à avoir tes premiers clients, que tes missions se passent bien, tu as souvent de la récurrence, en tout cas ton métier te permet d'avoir de la récurrence dans les clients, dans tes missions, pardon, et puis tes clients viennent te contacter au fur et à mesure par du bouche à oreille, parce que tu ça dis, se fait naturellement. Pas si c'est quelque chose de très compliqué au quotidien, mais en tout cas j'ai pas l'impression que tu aies ce stress là de la nouvelle mission alors je touche du bois. Moi aussi mais non, effectivement, et puis surtout j'ai découvert il y a maintenant, ça fait 2 ans que j'ai commencé, j'ai découvert un nouveau moyen de développer l'activité que je ne savais pas que, tu vois, le problème c'est que quand on est seul, il y a un moment où notre temps est limité et on ne peut plus accepter de mission. Et puis ça s'est fait de manière un peu fortuite, mais un client voulait absolument qu'on travaille ensemble. Moi, j'avais plus du tout la disponibilité pour, et puis j'ai commencé à déléguer. Et en fait, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, en m'appuyant. Tu vois, là, j'ai 2-3 personnes vraiment de confiance avec qui on bosse régulièrement. On se parle plusieurs fois par jour, etc. Et en fait, ça m'a permis de développer mon activité, de changer aussi de rôle. Ça, c'est très rigolo de me retrouver à... un peu comme en agence, quand tu as des chefs de projet, et puis en fait tu t'assures que tout roule et ces personnes-là vont gérer un peu la partie plus opérationnelle. Moi, ça me permet de me recentrer sur plus la stratégie, le suivi client, et elle gère le quotidien, et ça m'a permis de développer l'activité et de retrouver, tu vois, d'autres alliés. C'est-à-dire que moi, j'ai mes clients, mais maintenant, c'est des filles et des femmes avec lesquelles je bosse, et j'adore aussi cette relation de travail-là. Tu n'es pas seule, en fait. Mais non, en fait, depuis tout à l'heure, je dis que j'adore ma solitude. Mais tu vois, je suis toujours pleine de contradictions. C'est une solitude pas si seule. En fait, toi, tu la vois dans la liberté. C'est ça qui te plaît. T'as raison. Ouais. Cette liberté dans ton entrepreneuriat, dans ton quotidien, et en même temps, c'est un peu cet écosystème entre guillemets, ces personnes de confiance que tu as, avec qui pour lesquelles tu as su t'entourer, et puis à côté le podcast, c'est ça, où là
la vie a fait que. Ouais, la vie a fait que. Mais merci Tu as d'ailleurs, pu la vie. faire une Ouais. centaine de rencontres assez incroyables. Vraiment, merci pour tout ce que tu as apporté Merci à toi. durant cette heure-là. J'ai une petite dernière question avant de conclure. À qui tu aimerais laisser ta place pour un prochain podcast? Ah, donc tu me demandes de te citer quelqu'un en solo qui bosse, un entrepreneur en fait. Exactement, que tu verrais bien passer Ah, mais à mes côtés. Alors j'en connais plusieurs, mais une que j'ai encore vue il n'y a pas longtemps, qui est une très bonne copine et qui est une fille géniale, c'est Sandrine Saadi. Sandrine, c'était ma collègue dans mon dernier job salarié. Elle est directrice artistique et surtout styliste culinaire. D'accord. Donc elle travaille pour des grandes marques type Grand Frais, etc. Et elle a vraiment un talent de dingue. Elle a un œil, elle a un vrai œil graphique, et donc elle cuisine des plats, parfois elle, parfois d'autres personnes, et puis elle fait des photos mais magnifiques. Elle a fait plusieurs livres de cuisine, elle a donné des formations, et puis alors elle, c'est une entrepreneure, voilà, typiquement quelqu'un avec qui on parle d'entrepreneuriat. J'adore parler avec elle. Voilà, c'est vraiment et une amie et une super entrepreneur, vraiment. Bon, Je te souhaite de la Sandrine, rencontrer un jour. Le message est passé. Voilà. En tout cas, merci Evelyne pour ce moment, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir, Benjamin, et merci encore pour l'invitation. Merci à toi et à Number.